À la suite de cette entrevue prometteuse, Rabat fit annuler dans l'Édouard l'invitation à se rendre en ville pour prendre possession des sacs de blé. Il fit croire aux paysans que le sous-préfet s'était plié sans condition à ses exigences concernant le transport des marchandises. Et le blé fut livré à domicile. Rabat récupéra 40% sur l'ensemble de la livraison. Tout le monde s'inclina devant son pouvoir incontestable. Cet événement provoqua l'éviction des deux cadis et leur remplacement officiel. C'est ainsi que Rabat entra dans le cercle très fermé et hautement prisé des interlocuteurs de la France. Mais Rabat ne serait pas Rabat s'il s'était contenté de rester sur cet exploit. Son objectif était autrement plus ambitieux. Il voulait parvenir à se rendre indispensable. Son idée était audacieuse, mais tout à fait réalisable. Je dois être présent dans toutes les transactions qui se réalisent, s'était-il promis. C'est là que l'on ramasse de l'argent facilement et en quantité. Il savait tout d'abord qu'il ne gagnerait pas la confiance et l'estime des gens si ses interventions ne se doublaient pas de contreparties en nature. Ensuite, il devait concilier deux éléments antagonistes dans les mœurs de la région, le temps et la rapidité d'exécution. Rabat avait horreur de traîner dans ses projets. L'impatience d'arriver immédiatement à ses fins le rongeait. Il s'engagea à accélérer le cours des événements, commençant par se forger l'image d'un homme soucieux du bien-être et du confort de ses fidèles, et se mit un beau jour à distribuer sans compter des cadeaux originaux lors des mariages et des baptêmes. En agissant ainsi, il se doutait bien qu'on parlerait souvent et longtemps de lui. Puis, pour être certain que ses largesses seraient interprétées comme il l'entendait, il ne ratait pas une occasion de faire remarquer le profond attachement qu'il portait au destinataire de son incalculable générosité. Regardons les choses en face, confiait-il à ses interlocuteurs. Si l'on se réfère à la valeur de mes cadeaux, je suis en droit de prétendre que personne, pas même les parents des mariés, ne peut être plus sensible que moi aux intérêts de ces jeunes. Les cadeaux me coûtent une fortune et pourtant je les offre quand même. Ces jeunes sauront ainsi que je répondrai toujours présent lorsqu'ils seront dans le besoin. Je réponds toujours présent quand il s'agit de secourir mes amis. Dieu m'a fait ainsi. Et je ne peux aller contre sa volonté. Rabat était un homme secret. Il n'était pas dans sa nature de se confier. Mais dans l'affaire des cadeaux, il mentait sans vergogne. Il s'était constitué un trésor de guerre impressionnant en cadeaux sans débourser un sou. Il avait fait la tournée de toutes les œuvres sociales et de toutes les fondations caritatives de la ville et de la capitale afin de monter ce stock, présentant à chaque fois un document avec l'en-tête de la préfecture stipulant qu'il était mandaté pour s'occuper de la liaison entre les autorités et les populations indigènes. Il suppliait les représentants de ces organismes d'aider les veuves, les orphelins, les handicapés et les mendiants de tout âge, proliférant dans son secteur. Les rares fois où il ne disposait pas de cadeau approprié, il achetait la marchandise en notant soigneusement la somme et le nom du débiteur correspondant. Ces contretemps l'indisposaient d'ailleurs au point qu'il se jurait de récupérer sa mise, augmenter des intérêts qu'il avait fixés à la moitié de la valeur des marchandises. Rabat était comme cela. Il ne supportait pas la gratuité de son action. Par ailleurs, il s'était bâti une solide réputation d'homme redouté par les administrations coloniales. Il intercéda avec plus ou moins de bonheur dans toutes les démarches et dans tous les litiges se rapportant aux paysans et aux administrations. Cela l'emmena à hanter les services des impôts, ceux du cadastre, ceux de la justice, en passant par ceux de la voirie, et jusqu'à ceux des armées. Rabat ne savait pas faire dans le détail, il prenait tout ce qui se présentait à lui. Il va de soi que la philanthropie n'était pas du voyage.
Il ramassait toujours sa commission au passage. Le plus fort, c'est qu'il réussissait à se hisser au sommet de l'art de l'arnaque, en intervenant dans l'obtention de documents officiels. Il était parvenu à accumuler une petite fortune uniquement en s'occupant de faire délivrer aux gens les papiers auxquels, de toute façon, ils avaient droit. Les services payants englobaient pêle-mêle la délivrance des extraits d'actes de naissance, des fiches d'état civil, des copies d'actes de mariage, des certificats d'actes de vente ou d'actes d'achat des biens, etc. Il s'est permis même le luxe d'obliger des personnes à se faire des photos d'identité chez un photographe avec lequel il était de connivence. Le commerçant lui versait alors un pourcentage sur les photos des clients envoyés par ses soins. Les autres photos, affirme-t-il, ne sont pas acceptées par l'administration. Elles ne correspondent pas au format et aux teintes exigées par la France. Et dans la foulée, il avait tissé patiemment son réseau d'informateurs, un réseau que la police lui enviait, avait confié un jour M. Marcel. Moyennant la gratuité de certains de ses services, ceux-ci étant gratuits au regard de la loi, il s'était payé les services d'agents qui le tenaient immédiatement au courant des événements survenant dans leur entourage. La confiance n'étant pas son fort, loin s'en faut, et détestant par-dessus tout se faire rouler, il soudoya plusieurs personnes dans chaque douar pour étoffer et dédoubler son réseau. Son système était organisé de manière que les informateurs ne se reconnaissaient pas entre eux. Il obtenait ainsi différentes versions des événements qui lui permettaient ensuite de mieux cerner la vérité. Sous l'influence de l'alcool, il confia un jour à M. Marcel le fruit de sa pensée. L'art de manipuler les gens est à la portée des enfants, mais l'art de ne pas se faire manipuler est réservé aux grands de ce monde. Et en regardant mon passé, je crois que je fais partie de la deuxième catégorie. Ayant atteint l'âge de la fortune, et aussi parce que son système fonctionnait à merveille, rien d'essentiel dans les alentours ne se faisait en effet sans qu'il y soit mêlé. Il avait ralenti le rythme de ses grandes tournées. Les gens venaient le voir directement, chez lui, lorsqu'ils avaient un problème épineux à régler. Ce fut pour lui le moment de savourer les fruits de son travail. Et il pouvait être fier de lui, car même les cadis, nommés par la France, venaient le consulter. L'ascension de Rabat ne se déroula toutefois pas sans accroc. Il eut quelques déconvenues mineures pour la plupart, mais parvint chaque fois à surmonter ces difficultés passagères. Une seule fois, un homme osa lui ravir le trône. L'homme qui défia Rabat en se mettant au travers de son chemin ne fut autre que Hamid, son frère cadet. Ce dernier, ayant estimé que son heure était enfin venue, avait décidé un jour de voler de ses propres ailes. De quelques petites affaires, il étendit peu à peu son rayon d'action, en détournant à son profit quelques transactions parmi les plus profitables. Il se jugeait capable de se charger de ses affaires aussi bien que son frère. Mais il pensait surtout que Rabat n'avait pas le droit de bénéficier seul de son monopole et qu'il y avait largement la place pour deux dans le secteur des combines. Avant de se lancer dans la bataille, Hamid avait longuement épaulé son frère dans son irrésistible ascension. Il connaissait quelques ficelles et croyait être en mesure de rivaliser avec son aîné. Et si les deux frères étaient faits du même bois, la balance des qualités penchait incontestablement du côté de Rabat. C'est ainsi que le savoir-faire et la vivacité d'esprit de Rabat dans le domaine des affaires faisaient cruellement défaut à son frère. Après l'agacement du début, la haine s'empara progressivement de Rabat, qui ne supportait plus de voir son jeune frère s'immiscer dans ses affaires. Un jour, pris de rage, il décida de frapper un grand coup en voulant montrer à ceux qui se mettraient sur son chemin ce qui pouvait leur en coûter. Il dénonça Hamid au service des impôts en faisant état d'une fortune fictive. Il ajouta que son frère en aurait dissimulé l'existence dans ses déclarations précédentes.
Sur la foi de témoignages produits par Rabat, Hamid fut si lourdement imposé qu'il fut dans l'impossibilité de payer. Il faut dire que l'inspecteur chargé du dossier n'y était pas allé de main morte. Il avait calculé le redressement fiscal non seulement sur une fortune fictive, mais en plus en l'établissant sur les 8 dernières années. Dès que Hamid prit possession de sa feuille d'impôt, il s'engagea dans des démarches effrénées, mais toutes ces tentatives pour faire réduire le montant de ses impôts n'aboutirent jamais, pas plus d'ailleurs que les démarches qu'il effectua auprès du voisinage pour se procurer la somme demandée. Rabat avait été formel lorsqu'il avait menacé de ses foudres toute personne venant en aide à son frère. Il avait promis que le contrevenant recevrait un châtiment exemplaire. La consigne fut respectée scrupuleusement. Sachant ce qu'il venait de faire à son propre frère, personne n'osa essayer de savoir ce qu'il ferait à un étranger. Et Hamid dut, la rage au ventre, se résigner à demander assistance à Rabat. Ce dernier accepta de le rencontrer, mais lui signifia sèchement qu'il ne recevrait pas ses doléances en privé. Il voulait bien lui faire une faveur, mais à condition que Hamid lui présente sa demande devant tous les hommes du douar. Rabat tenait à donner un caractère solennel à l'entrevue. Le but inavoué de la cérémonie était de rabaisser publiquement son frère au rang d'un misérable mendiant. En présence de tout ce que le douar avait d'adulte, Hamid vint donc faire sa demande de prêt, et il connut l'humiliation de sa vie. Rabat, avait-il commencé, j'aimerais qu'au nom de notre Père, que Dieu lui accorde sa miséricorde, tu me prêtes de l'argent pour payer mes impôts. Répète ce que tu viens de dire, j'ai mal compris ce que tu attends de moi. Mon frère, au nom de notre famille ici réunie, je te demande la faveur de venir à mon aide. Si tu fais partie de notre famille, tu devrais connaître la coutume de notre douar et savoir aussi de quelle façon on s'adresse aux anciens. Je te répète que je ne saisis pas l'objet de ta demande. Explique-nous clairement ce que tu veux. Hamid avait compris où voulait en venir Rabat. Il réalisa à cet instant qu'il devrait ramper s'il voulait obtenir l'argent. Son frère voulait le traîner dans la boue et anéantir sa réputation. Mon frère, je t'ai fait du tort, et devant tous ceux qui me tiennent à cœur ici présents, je te fais mes humbles excuses. J'ai été emporté par des mauvais génies qui m'ont poussé à commettre des actes préjudiciables au devoir d'un frère. Je te demande pardon. Je jure devant Dieu que je ne te porterai plus ombrage, pas plus à toi qu'à quelqu'un d'autre de notre famille. Je fais appel à ton immense générosité pour me sortir d'un mauvais pas. Tu es la seule personne à pouvoir me venir en aide. Je te prierai de t'adresser à toute la famille. Lorsque quelqu'un porte tort à l'un de nous, il porte tort à notre unité. Tu es devant notre douar, non parce que tu sollicites un soutien, mais parce que tu as commis un crime grave contre notre douar. Alors, je te prie de ne pas mélanger les raisons qui t'amènent devant nous. Hamid réalisa immédiatement la portée de ces paroles. Rabat se moquait de lui en lui intentant une parodie de procès. Il exigeait de lui qu'il paie un prix prohibitif, un prix qu'il ne pouvait payer. Il se tut quelques instants, cherchant une possible parade, une impossible parade. Le silence de l'assistance troubla sa concentration. « Je ne suis pas un chien, lança-t-il. Je suis ton frère, mais tu n'as pas le droit de me parler de la sorte. Je t'ai fait mes excuses devant tout le monde, et je n'y étais pas obligé. Cette affaire ne regarde que toi et moi. Tu veux m'humilier en jouant cette mascarade, mais tu n'y parviendras pas. Tu impressionnes tout le monde
car tu les as achetés avec quelques kilos de farine. Mais sache que tu ne me fais pas peur. Je ne me laisserai pas intimider par tes menaces. Je suis un homme, un vrai. Moi, au moins, j'ai autre chose que de la farine dans le pantalon. Je n'ai eu qu'un tort dans cette affaire, celui d'avoir échoué dans mon entreprise. Si j'avais réussi, je t'aurais cassé en deux, et tu ne serais pas là en train de me faire la morale. Tu te prends pour un saint ou quoi? Tu n'as rien à me reprocher. Tu entends? Rien du tout. J'ai agi comme tu le fais. Tout le monde le sait ici. Inutile donc de te prendre pour un fils de bonne famille. Tu crois peut-être que ce que tu me fais mérite la bénédiction du marabout? Tu penses sincèrement que je vais m'agenouiller devant toi? Tu es fou, complètement fou. Après ce que tu viens de me faire, j'aurais plutôt envie de te tuer. D'ailleurs, tu ne perds rien pour attendre. Un jour ou l'autre, la chance tournera, et ce jour-là, crois-moi, je te ferai ramper dans tout le Douar. Je ne vais pas perdre mon temps à discuter avec ces âneries avec toi. Je suis là pour te demander de l'argent, un point c'est tout. Je suis prêt à payer des intérêts, mais ça s'arrête là. Alors, cesse de te cacher comme une femme, c'est oui ou c'est non. L'intervention de Hamid jeta une lourde chape de haine dans la salle des invités. En les insultant, Hamid venait de se mettre à dos tous les hommes du Douar. Pourtant, aucun d'eux ne se décida à réagir aux propos de Hamid. Chacun savait que Rabat en avait fait une affaire personnelle depuis le début. C'était à lui que revenait maintenant la parole, et chacun attendait sa réaction.